signature d'un accord de sécurité, de coopération en matière de sécurité entre la République française et l'Ukraine. Les signataires sont, pour le côté français, M. Emmanuel Macron, président de la République, et du côté ukrainien, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Cette cérémonie de signature sera suivie d'une conférence de presse. Підписання договору про співпрацю у сфері безпеки між Україною та Французькою Республікою. Договір підписують з української сторони його високоповажність Володимир Зеленський, президент України, з французької сторони його високоповажність Еммануель Макрон, президент Французької Республіки. Після цієї церемонії підписання відбудеться прес-конференція. Okay. It's mine. So, okay. We'll give birth and they will. Yeah. The democracy. I take this paper on It's fine. It's okay. Bien, Monsieur le Président, cher Volodymyr, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, je suis très heureux, cher Volodymyr, de te recevoir à nouveau aujourd'hui à Paris. C'est la troisième fois depuis le début du conflit et de l'agression russe contre ton pays. Cela fait de nombreuses fois parce que je n'oublie pas ta première visite dans ces lieux. Tu étais alors candidat dans l'entre-deux tours en Ukraine et c'était la première fois que nous nous voyions. En te recevant aujourd'hui, c'est à travers toi, à tout le peuple ukrainien, que nous voulons d'abord exprimer notre admiration et surtout notre détermination à continuer de soutenir l'Ukraine dans la durée. Cette détermination est aussi forte qu'au premier jour et je veux ici te dire que notre engagement à vos côtés ne faiblira pas. C'est aussi le sens de l'accord bilatéral de sécurité que nous venons un instant de signer. Il vient concrétiser un engagement que nous avions pris avec tous les pays du G7 au sommet de l'OTAN à Vilnius en juillet dernier. Il inscrit non seulement notre soutien dans la durée, mais aussi dans une démarche et une logique collective, puisque le Royaume-Uni et l'Allemagne ont déjà conclu un accord comparable et qu'à terme, tous les autres pays du G7 et 25 autres pays feront de même. Alors que nous allons dans quelques jours entrer dans la troisième année de cette guerre que seule la Russie a voulu, je n'oublie pas, cher Volodymyr, nos échanges aux premières heures de cette funeste journée du 24 février 2022 et je veux avoir une pensée pour tous les Ukrainiens, pour tous ceux que la guerre a arrachés à leur maison, à leur famille, pour ceux qui se battent sur le front, à Avdiivka en particulier et ailleurs. Les Ukrainiens aujourd'hui se battent non seulement pour leur liberté, mais pour la sécurité européenne, pour la solidité des démocraties libérales et la défense du droit international. Cher Volodymyr, nous sommes déterminés à vos côtés à faire échec à la guerre d'agression de la Russie. Le courage de la résistance ukrainienne, le sursaut d'unité que votre juste combat a suscité ont déjà conduit à une série de défaites stratégiques de la Russie. Il y a 2 ans, la Russie nous expliquait mener une opération spéciale qui allait se conclure en quelques semaines. Elle en est réduite à vider ses prisons pour remplacer les pertes colossales qu'elle subit sur le front. On nous expliquait que la Russie avait un avenir certain. Beaucoup de jeunes Russes ont préféré la liberté à la guerre et se retrouvent à Belgrade, Tbilissi, Istanbul ou Paris. La Russie a perdu ses talents.
Elle préfère financer une guerre inutile, injuste et cruelle, plutôt que les services de base pour sa propre population, ou plutôt que de subventionner le prix des œufs pour les bas salaires. La Russie était revenue, depuis les années 90, autour des différents formats internationaux. Elle a perdu cette place et sa crédibilité sur la scène internationale. Elle l'a perdue parce qu'elle n'y est plus invitée, elle l'a perdue parce que l'Ukraine rejoindra l'Union européenne et, je l'espère aussi, l'OTAN. Elle a perdu stratégiquement, elle pour qui l'accès aux mers est si décisif, en poussant la Finlande et la Suède à rejoindre l'OTAN et, ce faisant, à faire de la mer Baltique une mer aujourd'hui où les Alliés ont une place prépondérante. Elle a perdu stratégiquement enfin parce qu'elle met au goulag ces esprits libres, qu'elle les y condamne à mort, à l'instar de M. Navalny, dont je salue la mémoire et l'engagement. Et je pense ce soir à son épouse, à sa famille, lui qui dément le déclin du courage contre lequel nous mettait si justement en garde Solzhenitsyn. Oui, la mort de M. Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant. Les faits sont têtus, mais il faut toujours les rappeler. Il y a un agressé, l'Ukraine, et un agresseur, la Russie. Et si cette agression vise principalement l'Ukraine, elle fait de nombreuses autres victimes. L'ordre et le droit international, la stabilité du monde, la planète entière par les déséquilibres que cette agression a créés, en particulier sur le plan alimentaire. La Russie, malgré ses revers, s'est lancée dans une fuite en avant durant ces 2 dernières années. Et elle a, tout particulièrement ces derniers mois, accumulé et durci toutes les postures agressives, pas simplement face à l'Ukraine, mais contre nous tous. Aujourd'hui, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre. La Russie de Vladimir Poutine est devenue un acteur méthodique de la déstabilisation du monde, qui n'hésite pas à menacer son environnement, mais aussi plus directement nos intérêts. La Russie est devenue une puissance impérialiste, qui nie la souveraineté de l'Ukraine, de son droit, de sa capacité à faire ses choix, à choisir ses alliances, bref, à exister. Et au fond, ce que cherche la Russie, c'est un ordre fondé sur la force. Ce que défend l'Ukraine et nous avec elle est le respect des principes fondamentaux du droit international. La Russie est devenue une puissance révisionniste, de manière croissante ces dernières années. Les propos tenus encore récemment montrent que cet appétit de réécrire l'histoire n'a plus de limite. Il n'y a pas que les pays qu'elle a récemment envahis, comme l'Ukraine ou la Géorgie, qui ont des raisons de s'inquiéter. La Russie bâtit actuellement, devrais-je dire plutôt le régime du Kremlin, car je ne veux pas ici y engager tout un peuple, mais simplement quelques décideurs qui ont décidé précisément de changer pour le pire le destin de leur propre nation. Le régime du Kremlin bâtit actuellement un récit fantasmé pour remettre en cause les frontières héritées de l'Union soviétique en reniant sa propre parole et ses propres engagements, notamment ceux pris à Alma-Ata en 1991, ce qui est une menace pour l'Europe, le Caucase, l'Asie centrale. Elle doit savoir que le monde la regarde, que chacun est en droit de se demander quel nouveau bout tronqué et truqué d'histoire elle invoquera pour poursuivre son agenda, quel nouveau pays sera sa proie, quel autre pays demain sera tenté de l'imiter. La Russie a aussi, ces dernières années, accumulé des interférences dans les élections. Je n'oublie pas que moi-même, lors de la campagne électorale de 2016-2017, j'avais subi des attaques très directes de la Russie. J'avais eu l'occasion de m'en expliquer lors de notre première rencontre avec Vladimir Poutine. Ces derniers mois, partout en Europe, ces manœuvres de désinformation, de manipulation de l'information, mais les attaques sur le plan cyber se sont profondément multipliées, systématisées et intensifiées. La Russie, en effet, a franchi plusieurs seuils sur ce plan à l'égard des démocraties européennes durant les dernières semaines et les derniers mois. C'est ce qui nous a conduit, avec l'Allemagne et la Pologne, à révéler et attribuer plusieurs de ces attaques
Nous continuerons de faire de même. Ce changement de posture marque très clairement une volonté d'agression à notre endroit. Enfin, la Russie a multiplié aussi les zones de confrontation et de déstabilisation en Afrique comme au Proche et Moyen-Orient. Il n'est pas jusqu'à l'espace où ne se posent de graves questions, je reste ici prudent, mais les inquiétudes exprimées par certains ces derniers jours sur le possible déploiement par la Russie d'armes nucléaires dans l'espace ne fait que compléter ce tableau. Ces faits, s'ils étaient confirmés, seraient si graves, si illégaux, si déstabilisants pour le monde et préoccupants pour les citoyens que la Russie doit sans tarder donner des explications. Les institutions internationales doivent très clairement s'en saisir. Tout ceci montre clairement que si ces dernières années, la Russie, sur plusieurs de ces points, avait une forme de continuité, impérialisme, révision de l'histoire, déstabilisation de nos démocraties, l'intensification de ces agressions, le changement de nature et les seuils franchis font qu'il est temps aujourd'hui de le dire, ce changement de posture de la Russie exige un sursaut collectif. Un message clair venu d'Europe, celui que nous ne laisserons pas faire, mais aussi très clairement un signal de la communauté internationale, car ces agressions touchent la stabilité tout entière de la planète et concernent tous les pays qui ont des responsabilités diplomatiques éminentes. Que les choses soient claires, la France n'est pas en guerre, ni contre la Russie, ni contre le peuple russe. La France a d'ailleurs tout fait pour empêcher la guerre en Ukraine. Mais nous sommes décidés à faire échec à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine et à toutes les agressions dont la Russie pourrait se rendre coupable. Si la Russie pense qu'elle peut affaiblir notre détermination, miser sur telle ou telle élection, ou bien sur notre lassitude, alors elle se trompe. Devant toi, cher Volodymyr, je veux ici redire que la France continuera de soutenir l'Ukraine dans la durée. C'est le sens, je le disais dès le début de mon propos, de l'accord que nous avons conclu pour une durée de 10 ans et qui restera valide tant que l'Ukraine n'aura pas rejoint l'OTAN. Dans le cadre de cet accord, la France s'est engagée à apporter jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine en 2024, après les 1,7 milliard d'euros de 2022 et les 2,1 milliards d'euros de 2023. Cette aide a pour objectif de continuer de fournir à l'Ukraine les moyens de défendre dans la durée sa souveraineté et son intégrité territoriale. La France s'engage aussi à poursuivre le soutien qu'elle apporte à l'Ukraine sur tous les plans, fourniture de matériel militaire, coopération entre industries de défense avec le développement de coproduction, formation, renseignement, aide civile, etc. En aidant nos partenaires ukrainiens à se défendre, nous investissons pour la sécurité de l'Europe, le renforcement de la base industrielle, technologique et de défense européenne. Tout cela représente déjà beaucoup, mais nous sommes déterminés à faire encore davantage, y compris en bousculant les habitudes, le confort de certaines certitudes. Je souhaite en particulier que la France et l'Union européenne continuent de s'adapter au contexte nouveau qui est le nôtre. Cela supposera un effort résolu de réarmement en termes de doctrine et de moyens. Il s'agit là d'un nouveau test pour l'Union européenne, mais l'issue de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine sera décisive pour nos intérêts, nos valeurs, notre sécurité et notre modèle de société. Dès le sommet de Versailles en mars 2022, convoqué sous présidence française de l'Union européenne, nous avons montré notre capacité ensemble à changer de paradigme. Aider l'Ukraine à défendre sa souveraineté va de pair avec notre propre souveraineté et notre autonomie stratégique. Et notre endurance, notre détermination seront encore éprouvées, mais nous trouverons l'énergie et les ressources pour continuer de nous transformer. C'est aussi la raison pour laquelle je veux ici redire mon soutien à la proposition de la Première ministre estonienne Kaja Kallas d'émettre des financements nécessaires dans la durée pour notre soutien à l'Ukraine et à la mobilisation de notre base industrielle européenne. Oui, l'Europe doit investir davantage, encore à une autre échelle et dans la durée.
Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, Monsieur le Président, cher Volodymyr. Notre soutien déterminé jusqu'au bout, notre volonté à vos côtés de faire et la conviction que, non seulement ce faisant, nous défendons l'Ukraine, mais nous défendons aussi ce qui nous lie sur un même continent, au service des mêmes valeurs. Vous saurez trouver la France à vos côtés aujourd'hui comme demain. Et je veux vous remercier une nouvelle fois d'être à Paris aujourd'hui, avec notre soutien pour aujourd'hui, demain et aussi longtemps que nécessaire. Je vous remercie. Дуже дякую. Хочу подякувати тобі, Еммануеле. Я почекаю, хоча у нас було дійсно стільки зустрічей, що я впевнений, що ти мене розумієш навіть українською. У нас дійсно було багато важливих зустрічей. 3 найважливіші, тому що вони були в час цього виклику, цієї трагедії. Окупації Росії наших, ти правильно сказав, цінностей, наших людей і територій. Я хочу сказати, що всі ці зустрічі, вони були потужні, важливі, але сьогодні ця зустріч, вона особлива. Дух цієї зустрічі, він найпотужніший за всі наші зустрічі. І я хочу подякувати тобі за те, що ти так глибоко в питанні того, що в Україні, яка це війна, яка це страшна, кривава трагедія. І за те, що ти і твоя команда працює як один потужний організм заради дійсно цілісності Європи. Це дуже відчувається. Я дякую тобі за цю зустріч, за наші домовленості. Шановні присутні, шановні журналісти, пані та панове, наша робота, наші дійсно домовленості, вони завжди надихають. Україна і Франція вміють разом додавати сили і нашому захисту, і сили нашим народам і всій Європі, всій нашій Європі. Нами підготовлена, підписана амбітна, дуже предметна безпекова угода, і не про всі її деталі ми можемо сьогодні відкрито говорити. Але це те, що дійсно стверджує у цій війні, яку Путін розв'язав проти України, розв'язав проти людей. Просто проти живих людей і проти всієї Європи точно немає майбутнього. Майбутнє є у наших народів, у нашої спільної безпеки, у справедливому миру, на який всі ми в Європі однаково заслуговуємо. Перше, наша оборонна співпраця ставатиме тільки більшою. Ти про це сказав. 3 мільярди євро на цей рік – це значний результат. Я хочу тобі особисто подякувати за це. Друге, Франція абсолютно чітко та принципово підтримує повноправне членство в майбутньому України в НАТО. І я хочу тобі, Еммануеле, особисто подякувати сьогодні за надзвичайно вагому підтримку України на шляху до Європейського Союзу. Політичне рішення про початок переговорів щодо вступу стало можливим в тому числі твоєму лідерству. Третє, санкції проти Росії за цю війну, а також відповідальність політичного керівництва Російської Федерації, усіх воєнних злочинців – це безумовні пріоритети. Плюс ми виводимо на новий рівень співпрацю у галузях інформаційної та кібербезпеки, розвідки та контррозвідки, захисту критичної інфраструктури і протидії організованій злочинності. Кожен з таких елементів про стійкість наших держав у захисті людських життів. Звичайно, сьогодні ми вже говорили і ще будемо говорити про поле бою в Україні, про потреби наших воїнів, наші перспективи, наші можливості. Ми регулярно і дуже змістовно обмінюємось поглядами на хід війни. І я вдячний Франції та пану президенту за всю ту надзвичайно влучну та сильну військову допомогу, яку ми отримуємо. Сьогодні ще один такий важливий оборонний пакет. І саме такий, який і потрібен. Снаряди для артилерії, гармати, ефективні системи «Цезарь», додаткове посилення ППО. Це абсолютно гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції.
Скориставшись проблемами у постачанні від деяких партнерів, Франція дійсно нам допомагає. Я дякую тобі. Ціную також і вже розпочату співпрацю щодо оборонного виробництва, включно з локалізацією та спільним виробництвом зброї та передачею Францією українській виробничій стороні деяких інноваційних технологій. Зокрема, сьогодні детально обговорили спільне виробництво дронів та РЕБ. Це надзвичайно вагомо, і кожне з таких наших досягнень працюватиме заради спільного блага народів наших країн. Ще одне, про що обов'язково варто сказати. Чому? Тому що це абсолютно принципова річ. Ми зустрічаємось у день, коли стало відомо про ще одне скоєне Путіним політичне вбивство. Путін взагалі став вже одним із найбільш кривавих диктаторів у європейській історії, але, на жаль, його шлях ще не закінчено. Ми будемо працювати з усіма у світі, хто має змогу притягти його до справедливої відповідальності. Я закликаю кожного лідера світу зараз не мовчати і не залишатись осторонь. І тих, хто у владі, і тих, хто в опозиції, вбивця має бути покараний. І ми маємо працювати разом усі в світі, хто цінує саме життя, щоб досягти цих абсолютно конкретних і справедливих результатів. Дякую, Еммануеле, дуже дякую за запрошення. Я хочу подякувати людям Франції за вашу підтримку. Безумовно, ви багато чого зробили для наших людей, для наших переселенців. Я вдячний за цю підтримку. Слава Україні! Merci. Ça va, Ukraine. Nous allons maintenant répondre aux questions. Бонсуар, добрий вечір. Я маю питання до обох президентів Укрінформ. Сьогодні у нас плідний день для України. Трохи раніше була підписана подібна угода з Німеччиною. Тож мене цікавить, що відрізняє цю угоду від подібної угоди з Німеччиною і ще раніше з Великою Британією. Що такого особливого запропонувала Франція Україні, чого немає в угодах з іншими партнерами, окрім, звичайно, Цезарів? У нас поки що не так багато таких угод. І кожна з них дійсно по-своєму посилює Україну. Посилює воїнів, посилює наше цивільне населення. Я думаю, щоб порівняти ці угоди, дуже складно. У кожній з цих трьох країн реальних лідерів безпеки у світі і лідерів в захисті для України. В кожній є свої пріоритети, є деталі. Я думаю, що ви можете ознайомитися з цими, тому що це відкриті абсолютно документи. Для нас це важливо, щоб люди бачили, народи наших країн це бачили. І дуже важливо, щоб це бачила агресивна ворожа Росія, щоб вона бачила, що Україна не наодинці, і що дійсно країни, потужні країни світу з потужною економікою і з реальними життєвими цінностями, що вони не залишають Україну, яка економічно ще не така потужна, як ці поважні держави, але яка дуже сильно бореться за нашу свободу і за цінності цих країн. Ви можете порівняти, побачити пріоритети. Там є багато про що говорити і багато чому дійсно бути вдячними. D'un mot, je souscris parfaitement à ce qu'a dit le président. D'abord, ces accords successifs et ceux qui viendront, comme je le disais tout à l'heure, se complètent. Et c'est dans cette complémentarité qu'il y a l'utilité pour l'Ukraine. Ensuite, ces accords, nous les avons voulus au sommet de Vilnius pour dire il y a maintenant un chemin vers l'OTAN, mais on ne peut pas, en quelque sorte, laisser un vide. Et donc ces accords ont pour vocation de donner une visibilité sur l'engagement militaire, avec des chiffres, mais derrière aussi le détail de capacité. Et vous l'avez dit, que ce soit des canons, des obus, des missiles, de la formation, des formations, d'autres actions dans tout le spectre qui sont utiles aux besoins qui ont été exprimés par
l'Ukraine et ses armées. Puis enfin, c'est surtout que nous avons appris de l'histoire. L'Ukraine, par le passé, avait eu des accords, mais ils étaient trop vagues. Ils étaient en quelque sorte insuffisamment engageants pour les États. Là, nous nous engageons sur des accords qui sont concrets. Et c'est ça que je veux que vous reteniez. C'est-à-dire que ce n'est pas un accord de principe comme ce qui a pu exister par le passé, qui, on l'a bien vu, en 2014 d'abord, puis en 2022, n'avait pas donné d'effet. Là, ce sont des accords où on s'engage sur des moyens précis, sur des chiffres, et qui apportent des garanties réelles à l'armée ukrainienne pour pouvoir mener sa défense et la reconquête de ces territoires conquis. Voilà. Bonsoir, Valérie Leroux de l'agence France Presse. Je voudrais revenir sur la mort de l'opposant Alexeï Navalny et vous demander à tous les deux quel message vous y voyez pour l'Europe, pour l'Occident. Est-ce le signe que Vladimir Poutine se sent tout-puissant et est-il à vos yeux responsable de sa mort? Et dans le prolongement de cette question, pour M. Macron, de plus en plus de responsables européens s'inquiètent d'une possible offensive russe demain, après-demain, au-delà de l'Ukraine. Quelle est votre analyse? Et une guerre avec la Russie est-elle possible? La mort soudaine d'Alexeï Navalny, que nous avons apprise aujourd'hui, nous a tous bouleversés. Je l'évoquais tout à l'heure dans mon propos. Et elle rappelle de la plus tragique des manières la réalité du régime du Kremlin et son durcissement. Il emprisonne, ça n'est pas nouveau. Ces derniers mois, il avait encore durci la posture à l'égard d'opposants, mais aussi d'associations, d'ONG, de fondations. Je pense à Mémorial, par exemple, qui, pendant toutes ces dernières années, même aux heures les plus difficiles, avait toujours pu opérer et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation des plus dangereuses. Et je veux, en cet instant, vraiment à nouveau adresser toutes mes condoléances à la famille et aux proches d'Alexeï Navalny. Je pense que cela dit, ce que je vous exprimais tout à l'heure, c'est que oui, la Russie est rentrée dans une nouvelle phase. Et nous devons être lucides sur ce sujet. Une phase d'agression à l'égard des pays européens, par des actions de désinformation, mais aussi d'attaques cyber, à une échelle et avec des franchissements de seuil qui en changent la nature, et de durcissement dans son pays, à quelques semaines d'une échéance électorale, où, au fond, une forme d'impunité s'est installée. Tuer un opposant, ils le font. Interdire les autres candidats, ils le font. Je vois cela comme un révélateur. Évidemment, nous demandons à la Russie de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame, en tout état de cause. Cet événement tragique ne fera que renforcer notre mobilisation sur le sort des prisonniers politiques. Et je pense aussi à tous ceux qui, aujourd'hui, courent encore des risques. Je pense en particulier à Vladimir Kara-Murza, dont la santé, déjà dégradée suite à 2 tentatives d'empoisonnement en 2015 et 2017, ne cesse de décliner depuis son incarcération en avril 2023, faute de soins médicaux, et à tant d'autres opposants emprisonnés pour leurs convictions et leur courage. Je pense aussi, j'évoquais l'ONG Mémorial, à M. Oleg Orlov, qui encourt 3 ans de prison ferme pour avoir dénoncé les crimes du régime russe dans sa guerre d'agression en Ukraine. Très clairement, les conditions de déroulement de la campagne présidentielle, notamment le nombre très faible de candidats habilités à concourir, ne font que confirmer la dégradation à l'œuvre depuis des années et le changement de nature que j'évoquais. Dans ce contexte, en effet, plusieurs dirigeants européens se sont exprimés pour dire la possibilité d'une agression russe à leur encontre. Je n'aurai pas ici des mots qui visent à inquiéter ou à nourrir des scénarios. Ça n'a jamais été mon approche. Mais je vais être clair avec vous. Le régime du Kremlin a agressé il y a 2 ans l'Ukraine, pays européen. Le régime du Kremlin a intensifié et durci ses agressions contre notre pays sur le plan de la désinformation et sur le plan cyber. Et ce sont des formes de conflictualité. Et donc, très clairement, il y a besoin d'un sursaut européen, mais plus largement
de nos alliés, de nos partenaires et de la communauté internationale, c'est le sens même de mon propos. Si on voit les choses advenir, si on voit une nouvelle phase s'ouvrir, nous devons avoir la lucidité d'ouvrir une phase de réflexion stratégique et opérationnelle nouvelle. C'est ce que souhaite la France. Дякую за запитання. Сьогоднішні події говорять про те, що Путін вбивця. Це не якась риторика і це не якийсь там сигнал. Абсолютно зрозуміло, що він вбивця і немає в цьому більш ніяких секретів. Це констатація факта, сигнал абсолютно зрозумілий, який можна передати лідерам, що ми бачимо з вами, що вбивця йде на вибори, а люди, які будуть за нього голосувати, повинні чітко розуміти, що вони голосують за вбивцю і будуть обирати собі президента-вбивцю. А люди, які мають сьогодні економічні стосунки з цією людиною, повинні знати, що вони заробляють, незважаючи на рівень лідерства, вони заробляють конкретно криваві гроші, тому що вони мають контракти з вбивцею. А люди, які будуть після виборів, ті лідери, які будуть вітати з обранням президента, повинні знати, що вони легітимізували вбивцю. Ось і все. Ось такий сигнал, дуже простий всім. Хоча мені здається, що це не сигнал, а констатація реальності. Добрий день, Ніна Коломієць, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». У мене питання до пана президента Макрона. Раніше ви анонсували свій візит до України у лютому. Тож, коли вас чекати в гості у Києві? Je serai là avant la mi-mars dans votre pays, aux côtés du président du peuple ukrainien. Donc vous pouvez m'attendre dans les prochaines semaines, à coup sûr. Bonsoir, Philippe Ricard pour le Journal Le Monde. On voit donc ces accords de bilatéraux de sécurité signés en Allemagne, en France bien sûr, par le Royaume-Uni aussi il y a quelques semaines, se multiplier, de nouvelles livraisons d'armes. Je voulais juste savoir, M. Zelensky, et c'est aussi une question pour M. Macron, est-ce que les Européens ne vont-ils pas devoir faire plus encore dans les prochains mois, notamment si le blocage persiste au Congrès américain sur les aides militaires américaines? Est-ce que vous attendez encore davantage de la France, de l'Allemagne? Est-ce que la France et l'Allemagne, la France notamment, seraient prêts à le faire? Et aussi dans l'hypothèse d'une victoire de M. Trump aux élections présidentielles américaines d'ici à la fin de l'année. Et puis peut-être une question connexe, quand comptez-vous, M. Zelensky, signer un accord de sécurité bilatéral avec les États-Unis dans ce contexte? Est-ce que ça serait bien pour vous avant le sommet de Washington de l'OTAN ou avant les élections? Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos souhaits? Merci. Sur votre question pour ce qui nous concerne, nous affichons à travers ces différents accords et nous donnons de la visibilité sur notre aide bilatérale militaire, en plus évidemment de tout ce qui est fait sur le plan civil, humanitaire et économique, et en plus de tout ce qui a été fait. C'est une manière de donner de la visibilité indépendamment de tout, si je puis dire. Ces accords bilatéraux sont complétés au niveau européen par l'accord que nous avons conclu au dernier sommet, les 50 milliards d'euros de dons et prêts que nous avons sécurisés au niveau européen et qui viennent là aussi donner une visibilité et un soutien. Et je l'ai dit, nous mettons et nous devons nous mettre en capacité d'adapter cet effort aux besoins en termes d'intensité et de délai. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous féliciter de la posture américaine, et j'espère que le Congrès débloquera les sommes supplémentaires, mais que de la posture américaine depuis le début de la guerre, qui est aux côtés de l'Ukraine et aux côtés de ses alliés européens. Mais cette guerre se passe sur le sol de l'Europe, et donc les Européens doivent aussi être en capacité de porter les efforts pour que l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire que la Russie
en aucun cas ne puisse gagner, soit atteint. Et donc nous nous adapterons à tous les scénarios. Parce que l'avenir de l'Europe ne peut pas être contingent à l'élection américaine. C'est l'idée que je me fais de la souveraineté et de l'autonomie stratégique. Ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. Ce sont ces actes que nous prenons. Дуже дякую. Я можу додати тільки те, що дійсно ці три угоди, перші три угоди дають впевненості мені, як президенту, що ми не наодинці, і впевненості нашому суспільству, що Україна дійсно захищає наші спільні цінності. Я дуже радий, що Франція, Німеччина, Велика Британія з нами разом із дуже конкретними речами, які зафіксовані. Це дуже важливо в час війни, коли у вас дуже конкретний дефіцит. Ви втрачаєте дуже конкретних людей, які для нас найважливіше. І дуже важливо, що дуже конкретні є домовленості з цими нашими партнерами. Але я хотів би зазначити, що це не є альтернатива Сполученим Штатам. Ми всі разом, і цей союз Сполучених Штатів, Європи, Франції, Німеччини, Великобританії, цей союз нам дуже потрібен, щоб перемогти Російську Федерацію, яка дійсно абсолютно прийшла до нас неспровокованою війною. І я вірю, що ці угоди дадуть поштовх для того, щоб Сполучені Штати Америки в такий момент все ж таки пріоритезували допомогу Україні, аніж виборчому процесу. Я впевнений, що президент на нашому боці, Білий дом і двопартійна підтримка, вона завжди з нами була. Зараз є у них внутрішні питання, і дуже хочеться, щоб вони знайшли на них відповідь. Très bien. Je crois que cette question concluait notre conférence de presse. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.